Donc on est parti jusqu'à 13 h et après on ira déjeuner, donc il faudra de toutes les manières revenir ici parce que je vais vous expliquer où vous déjeunerez. Merci. Bon alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à cette table ronde. Difficile s'il en est après tant d'intervenants prestigieux et juste avant le déjeuner qui commence à chatouiller vos papilles. Donc la thématique, c'est effectivement celle des enjeux de la digitalisation de l'entreprise, qui est d'ailleurs précisément la raison d'exister de Niji, l'entreprise dont je suis cofondateur et président, qui est une entreprise de conseil, de design et de technologie qui accompagne de l'idée à la réalité la définition et la mise en œuvre des stratégies numériques d'un grand nombre de clients, majoritairement dans le B2C, donc tournés vers la rue digitale et la consommation numérique. Donc effectivement, une invitée surprise aujourd'hui, Elisabeth Délin, bonjour. Bonjour. Donc vous remplacez un peu... Je vous demanderai juste d'écouter la dernière intervention. Thérèse Vienne, là, je te vois. Donc de cesser pendant les 25 minutes de l'intervention. Merci. Oui, donc bonjour à tous. D'abord, Patrick Héran s'excuse de ne pas pouvoir être là parmi vous ce midi, mais il a été appelé au dernier moment à aller défendre un dossier devant le comité exécutif. Donc j'essaierai de le remplacer si c'est possible. Preuve, s'il en est, en tout cas, que le comité exécutif du groupe Total se préoccupe de la digitalisation de son entreprise. Donc, exactement. Juste pour mémoire, Total, c'est près de 100 000 personnes dans à peu près 130 pays partout dans le monde. C'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2,5 milliards d'euros de bénéfices, 28 milliards de dollars d'investissement en 2013, dont pas loin de 9 dans le domaine de la R&D, et sur ces 9, sans doute quelques centaines de millions d'euros dans le numérique. Avec nous, Laurent Toumine, vous êtes vice-président organisation IT et supply chain de Celio. Donc Celio, c'est une marque très connue de vêtements hommes, à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois. En France, oui, effectivement. En France, un peu plus dans le monde. Un peu plus dans le monde. Donc 6 000 personnes dans 70 pays, m'aviez-vous dit. C'est ça. 1000 points de vente, donc 80 en propre et 20%, 80% et 20% en franchise. Et voilà, donc une présence internationale très forte. Alors, honneur aux dames, puisque notre table ronde est exemplaire d'équilibre homme-femme. Donc une première question pour vous, Elisabeth. Total est une entreprise qui a beaucoup de métiers, des métiers parfois très scientifiques, parfois très industriels, parfois très tournés vers le consommateur, vers la distribution. Comment faites-vous pour concilier la nécessité d'un socle de digitalisation très transverse de toute l'entreprise et la nécessité pour chaque branche d'avoir des plans stratégiques en propre qui reprennent finalement les spécificités de ces métiers très différents? Alors c'est vrai que le groupe Total, c'est un groupe très varié en termes de métiers. C'est un groupe qui utilise déjà depuis fort longtemps les technologies numériques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent la nécessité d'avoir un vrai plan de transformation digitale parce qu'on doit prioriser nos actions et on doit répondre à des enjeux majeurs pour le groupe. Le premier enjeu pour un groupe industriel comme le nôtre, qui travaillons dans des domaines à risque, c'est la sécurité. Donc le digital doit répondre à ces enjeux, mais le digital doit répondre aussi à nos enjeux de performance opérationnelle, de nouveaux business. Et puis, comme l'ont dit le groupe précédent, aussi sur le potentiel humain que représentent 97 000 collaborateurs, avec une grande diversité, puisque nous avons à la fois des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et puis beaucoup de cultures différentes dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a des solutions transverses, un minimum, pour que tous ces gens puissent travailler ensemble. Il y a d'abord tout ce qui touche à la connectivité, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que nous, on est un peu partout. Donc déjà, de façon basique, on a quand même fourni à l'ensemble de nos collaborateurs beaucoup de solutions de type smartphone ou iPad ou tablette Windows 8. Donc nous avons plus de 6000 téléphones aujourd'hui, smartphones dans le monde. Nous avons plusieurs milliers de tablettes qui sont réparties aussi, qui permettent effectivement aux gens comme ça de rester en communication. Et puis nous avons aussi équipé l'ensemble de nos PC avec des solutions de type Link, associées à de la téléprésence, associées à de la visioconf, ce qui permet effectivement à nos collaborateurs de partout un petit peu dans le monde de pouvoir communiquer ensemble et de pouvoir échanger. Le deuxième enjeu commun, c'est le collaboratif.
Donc nous avons démarré là un nouveau portail intranet au sein de notre entreprise, à vocation effectivement de pouvoir mettre à disposition les informations le plus rapidement possible et le plus complètement possible, mais aussi pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies de réseaux sociaux. Et puis de mise en œuvre de communautés, alors à la fois des communautés d'experts, mais le but de ce portail, c'est que tout collaborateur peut créer un réseau, condition évidemment que ce soit sur un thème professionnel, mais c'est ce qui permet effectivement d'avoir de plus en plus de retours d'expérience entre gens et de favoriser un petit peu les échanges et surtout des propositions de nouvelles innovations. Alors c'est vrai que ça permet effectivement d'avoir ce socle commun. Le socle commun, il est complété aussi avec des solutions de type RH. On fait beaucoup de e-learning. De plus en plus, pour que nos politiques groupes soient connus, on met à disposition des e-learning à l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils puissent vérifier qu'ils connaissent bien cette politique et qu'ils savent la mettre en place. Et puis, on fournit aussi des solutions pour faire gagner un peu de temps. Par exemple, là, on vient de mettre à disposition à nos collaborateurs un e-coffre-fort. Alors, c'est pas du gadget, ça permet de gagner du temps. Ils ont à la fois dedans tous les documents officiels que le groupe leur donne, mais on leur donne la capacité d'y mettre aussi, de façon sécurisée, authentifiée, tous leurs documents personnels pour pouvoir effectivement regrouper tout ça à un endroit. Donc ça, c'est un peu le socle commun qu'on fournit à l'ensemble de nos collaborateurs. Et puis après, il y a effectivement des programmes digitaux qui sont beaucoup plus orientés technologie au sens métier qu'on a derrière. Alors il y a d'abord le métier industriel qu'on a. Effectivement, notre métier premier, c'est de chercher du pétrole et du gaz, de l'exploiter, de forêt. Et donc on met à disposition aussi des technologies qui permettent de faire ça dans les meilleures conditions. On vient d'installer là en début d'année une machine de type High Performance Compute qui est de l'ordre de 2,2 pétaflops. Alors pour ceux qui ne savent pas, pétaflop, c'est millions de milliards de floating operations par seconde. Alors c'est pas pour avoir... Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'effectivement, on a des métiers qui sont très consommateurs en termes de temps de calcul. Et quand vous allez chercher, effectivement, quand vous décidez de modéliser un petit peu le forage que vous allez faire après avoir trouvé du pétrole, plus vous avez de puissance de calcul et plus effectivement vous avez des chances d'améliorer la qualité de votre forage. On fait aussi des simulations 3D. On a mis en place des solutions qui permettent effectivement, en utilisant des données d'ingénierie de construction, on crée des simulations, des modèles 3D de nos plateformes ou de nos usines. Et ça permet comme ça à nos opérateurs de se former en avance de phase sur des nouvelles technologies avec des simulations, ce qui fait qu'ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de recommencer, ils ont le droit d'apprendre. C'est le droit à l'échec et de recommencer, mais ce qui permet effectivement d'être beaucoup plus efficace le jour où on envoie effectivement de façon opérationnelle nos opérateurs sur une plateforme. Voilà, donc on pourrait en donner plusieurs autres, mais c'est vraiment dans ces buts-là, effectivement, de répondre aux enjeux opérationnels de la société. Merci. Alors Laurent Toumine, votre marque est très exposée à la rue digitale, aux consommateurs, et pourtant vous avez fait le choix de faire venir l'innovation, l'adoption du numérique par l'intérieur, considérant, comme vous le dites, que ce qui se fait de l'intérieur se voit de l'extérieur. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, on a un peu parodié le slogan de Danone, puisque un des premiers constats que j'ai fait il y a un an, en fait, en participant à un de mes premiers COMEX, et ça va peut-être vous choquer, mais c'est de constater la faiblesse des capacités digitales d'un certain nombre de nos dirigeants. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit de la manière suivante. Un des membres du COMEX en fait, visitait des magasins de la concurrence et me faisait une réflexion sur le fait que la concurrence était extrêmement agressive en ce moment. Et à l'époque, c'était une période de solde, en période de solde sur les taux de démarque qu'il proposait. Et je lui dis, très bien, montre-moi la photo de la vitrine. Et il me montre son iPhone, on venait d'équiper le COMEX d'iPhone, et il me dit, mais écoute, je ne sais pas prendre une photo et te l'envoyer, je ne sais pas faire. Donc ça, c'était un premier constat. Et puis le deuxième constat, c'était un constat d'internationalisation de l'entreprise, internationalisation par les deux bouts. Effectivement, on distribue des produits, des vêtements, en fait, dans le monde entier, et on les fait fabriquer également dans le monde entier. Et sous l'impulsion d'un opérateur de notre marché qui s'appelle Zara, Inditex, on a été obligé d'adopter un certain nombre de codes qu'on appelle les codes du fast fashion. Donc la capacité extrêmement réactive de proposer des vêtements avec une nouvelle coupe, une nouvelle couleur ou un nouveau style dans nos magasins. Et on s'est rendu compte que l'accélération du flux, c'était du flux marchand, c'était d'abord l'accélération du flux d'informations. Donc sous ces deux angles, on s'est dit qu'il fallait d'abord qu'on travaille sur la digitalisation de nos usages en interne,
Eh bien, on a phosphoré quelques minutes avec le DSIO de l'entreprise, et puis on s'est dit, on va créer quelque chose d'assez nouveau, on va créer une nouvelle cellule qui va s'appeler les Cellio Labs, et qui va avoir pour tâche, assez simplement, je vais vous raconter la semaine du Cellio Labs, le lundi matin, d'aller dans n'importe quel service de l'entreprise, n'importe où dans le monde, d'identifier un certain nombre de besoins digitaux, le lundi après-midi de faire des mock-ups des besoins digitaux, le mardi, le mercredi, le jeudi de développer en fait une application digitale, quelle qu'elle soit, de collaboration entre différentes parties du monde ou de veille concurrentielle, typiquement, prendre des photos de la concurrence et les stocker à un endroit unique et pouvoir retracer toute la stratégie promotionnelle de nos concurrents. Et ça, c'est ce qu'ils développent donc effectivement mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi de livrer cela aux utilisateurs. Et on a lancé ça en novembre 2012, et depuis, on a, je crois, 27 applications qui ont été développées. Et désormais, effectivement, l'usage digital en interne s'est largement développé. Et la base de tout ça, c'était de se dire, si on veut devenir une entreprise digitale face aux consommateurs, pour prétendre être digital, soyons-le nous-mêmes. Chacun des acteurs de l'entreprise, chacun des décideurs de l'entreprise, des dirigeants de l'entreprise, doit être digital et maîtriser les outils digitaux avant de s'exprimer vis-à-vis des consommateurs finaux. Bel exemple. Donc, Elisabeth, indépendamment de la pluralité de vos métiers, la marque Total est unique et extrêmement diffusée dans le monde, très présente dans l'esprit du consommateur. Vous pouvez nous en dire plus sur la digitalisation de cette marque et sur la digitalisation de vos réseaux de distribution, de vos produits, de vos services auprès du consommateur et des professionnels aussi, je crois. Alors, c'est vrai qu'on a aussi un métier de commercialisation, de vente de produits au travers de notre branche marketing et services. Alors, c'est une branche qui évolue beaucoup parce que c'est vrai que c'est une branche qui était très orientée d'abord produit et puis peu centrée sur le client. Ça peut paraître étonnant, mais les clients passaient dans nos stations, par exemple, mais on était peu orienté client puisqu'en fait, on est quand même un petit peu sur un marché où les gens ont besoin de nous. Donc, ce n'était pas forcément notre priorité. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus customer-centric, comme on dit. Donc, on essaye maintenant de travailler sur un parcours client, c'est-à-dire de comprendre effectivement qu'est-ce qu'attend le client, quelles sont ses attentes, pourquoi il viendrait chez nous, pourquoi il reviendrait, comment on pourrait le fidéliser, pour effectivement être un peu plus présent à l'ensemble de ces étapes, d'utiliser beaucoup plus les médias comme les médias de type Internet. C'est vrai que jusqu'à présent, les informations qu'on avait sur nos clients, c'était plutôt lié au fait que quand ils passaient dans nos points de vente, en utilisant soit nos cartes de paiement privatives, soit nos cartes de fidélité, on obtenait un certain nombre d'informations sur ces clients, mais on n'en avait pas tellement plus. Donc nous sommes de plus en plus présents sur le net. Alors à la fois, effectivement, là, en essayant d'harmoniser notre marque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peu orienté monomarque, on est plutôt orienté multiproduits. Donc vous allez trouver les carburants, les lubrifiants, les fuels, tout ce que vous voulez, etc. Donc l'idée, c'est un petit peu maintenant d'orienter à la fois un parcours client, à la fois sur un type de service plutôt qu'un produit. Par exemple, un client qui voudrait venir chez nous acheter du fuel domestique, on ne vérifie pas qu'il vient acheter du fuel en tant que produit, mais on se dit il a besoin d'un service de chauffage à domicile. Et s'il a besoin d'un service de chauffage à domicile, est-ce qu'il a vraiment besoin de fuel? Est-ce qu'on peut compléter avec des énergies renouvelables comme du panneau solaire? Est-ce qu'on peut lui offrir des services? Et au fur et à mesure, on crée comme ça une relation avec le client qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça, c'est un des points forts. Et puis autour d'Internet, il faut aussi effectivement utiliser d'autres médias. Donc on commence à utiliser les pages Facebook, on utilise des comptes YouTube. On organise aussi un petit peu des choses autour de thématiques forts, comme par exemple l'année dernière, on a essayé de faire quelque chose sur la Formule 1, puisqu'on sponsorise la Formule 1. Et en utilisant toutes les étapes des médias, d'abord un site qui donnait des informations sur l'ensemble des Grands Prix, ensuite des comptes Twitter qui permettent pendant tous les Grands Prix de donner de l'information en temps réel, et puis pour finir, sélectionner quelques happy few qui sont venus effectivement sur une soirée parler avec des grands pilotes. Ça permet de fidéliser effectivement tous nos clients. Donc ces médias-là qu'on utilisait moins sont de plus importants effectivement chez nous.
Et puis pour finir, pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez, on essaye aussi de promouvoir tout ce qui est innovation. Alors aussi bien en interne, parce qu'on a, comme beaucoup d'entre vous, des concours d'innovation interne, mais de plus en plus en faisant de la co-innovation, soit effectivement avec nos clients. On a organisé par exemple un brainstorming avec les motards pour savoir ce qu'ils attendaient de nous, pour qu'ils soient mieux accueillis dans nos stations. Ça marche très bien. Et puis à la fois, comme disait M. Lévy, en essayant de pousser les jeunes entreprises innovantes. Et alors là aussi avec Orange, mais pas que avec Orange, avec PSA et SNCF. Par exemple, on a créé effectivement un fonds pour pouvoir un petit peu aider les entreprises innovantes sur des thèmes comme l'écomobilité. Je vois les corps de chasse arriver pour sonner le rappel, donc on va accélérer un peu. Laurent Toumine, au-delà de ces initiatives d'usage qui rythment finalement ce mécanisme d'adoption interne du numérique, est-ce qu'il vous arrive quand même aussi de digitaliser à proprement parler vos offres de produits et services, ou au moins finalement les réseaux de distribution à l'heure de l'e-commerce, à l'heure où le consommateur finalement est lui-même de plus en plus utilisateur de ce numérique? Alors effectivement, on n'a pas trop le choix en l'occurrence. Quand je disais qu'on voulait se digitaliser d'abord de l'intérieur pour l'exprimer correctement à l'extérieur, c'était en partie une image, puisque en fait la vitesse de l'adoption technologique par les consommateurs est tellement forte et tellement rapide que l'on a dû se mettre au pas. Et on a effectivement, dans certains magasins du monde, puisqu'on a la chance d'être très exposé dans différents endroits, testé la mise à disposition de tablettes, on a testé l'encaissement mobile, qui a certainement été le succès le plus important, avec une velléité en fait de casser cette logique de comptoir d'aéroport derrière lequel une hôtesse de caisse vous attend pour encaisser vos vêtements, mais de donner la possibilité de créer une interaction avec le consommateur et de développer cette customer experience dont on parlait depuis tout à l'heure à travers des terminaux d'encaissement mobile. Et ça a eu des effets assez importants d'ailleurs, puisque un client normal, lorsqu'il passe dans nos magasins, il consomme environ 1,92 articles par panier. Lorsqu'il est encaissé en mobile, on monte jusqu'à plus de 3 articles par panier en moyenne. Donc il y a un effet sur le chiffre d'affaires qui est assez immédiat. Néanmoins, ça se heurte à un certain nombre de problématiques, je dirais, d'investissement, de lourdeur d'investissement. Lorsque vous avez un parc de 1000 magasins à gérer, équipé 1000 magasins Wi-Fi, déstructurer vos systèmes d'encaissement et passer en encaissement mobile, et puis accompagner les hommes, puisque c'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, accompagner les hommes pour qu'ils adoptent les attitudes de vente qui aillent avec effectivement la technologie, c'est quelque chose qui est pas forcément simple. Ça, c'est dans l'interaction dans le magasin. Et puis ensuite, il y a l'interaction directe avec le client. Évidemment, on a un site de commerce électronique. On a testé pas mal d'interactions via les réseaux sociaux, mais on n'est pas les meilleurs du monde en la matière. On a encore beaucoup à apprendre. Et il y a encore énormément de choses à venir avec des nouvelles technologies qui émergent et qu'on observe régulièrement. Les vêtements communicants. Les vêtements communicants, ça c'est un bon exemple. En l'occurrence, à la dernière NRF, qui est un peu la mecque technologique des retailers annuels en janvier à New York. Il y a une démonstration qui nous a pas mal impressionné, en l'occurrence, et qui rappellera à certains un film. Donc l'enseigne Macy's a équipé l'ensemble de ses chaussures de puces RFID. Et évidemment, ils ont une app téléchargeable pour les clients ou pour les non-clients, pour ceux qui veulent se renseigner sur la marque ou sur l'enseigne. Et ils ont développé une capacité, en fait, à appairer la puce RFID présente sur les chaussures et la présence du téléphone portable dans le magasin. C'est-à-dire que plus le client s'approche de la paire de chaussures, et plus la probabilité qu'il transforme sa visite en achat va devenir importante. On sait que quand un client touche un produit, on est à 40% de probabilité de transformation en vente. Et donc, partant de ce postulat, ils ont développé ce système de triangulation qui dit, mais si j'ai un téléphone portable qui est en opt-in, qui est très proche d'une chaussure qui est pucée RFID, à ce moment, je vais déclencher un message sur le terminal mobile de mon staff pour lui dire de se rapprocher du client, parce que quand il y a un contact humain, on passe à 70% de probabilité de transformation. Alors ça, c'est pas Star Trek en l'occurrence, hein, ni Minority Report, parce que ça pourrait plus y ressembler. C'est réel, c'est live dans le magasin Macy's qui est au bout de la 5e à droite, sur le rayon chaussures, si un jour vous avez l'occasion d'y aller.
Merci. Deux petites dernières questions rapides pour boucler. Patrick Héran me disait quand on a préparé cette table ronde que finalement votre président Christophe Demargerie souhaitait vraiment accélérer le numérique, la digitalisation de l'entreprise. Comment ça se traduit au quotidien pour le CIO? C'est quoi la relation avec le COMEX? Et est-ce qu'on commence à avoir à quelque part une mesure des retours sur investissement qui sont consentis à cette stratégie de numérisation? Alors c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un CEO qui, lui, est très punchy sur l'utilisation du digital. Mais il n'y a pas qu'un CEO dans une entreprise, il y a aussi beaucoup de cadres dirigeants et qui sont peut-être un peu moins appétents à utiliser ces technologies. Alors le rôle du CIO, c'est un rôle de conseil. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas chez Total un Chief Digital Officer, c'est le CIO qui joue ce rôle-là. Donc il a un rôle de conseil, il a un rôle de catalyseur, il a un rôle de pusher des nouvelles technologies auprès des métiers pour qu'ils comprennent tout l'intérêt qu'il y aurait à l'utiliser. Mais il n'est pas seul parce que nous, on a une organisation assez fédérée avec des grosses business units qui sont assez autonomes chacune, qui ont chacune un CIO et chacun des CIO a le même rôle un petit peu de conseil auprès de son DG et de ses métiers. Donc ça, c'est un des rôles principaux, effectivement, des CIO. Mais on parlait tout à l'heure de culture numérique. C'est vrai que les systèmes d'information, comme ils connaissent bien ces nouvelles technologies, ils ont aussi un rôle pour essayer d'accompagner l'arrivée de ces technologies auprès des collaborateurs et de les accompagner dans la connaissance. C'est vrai que souvent, le recul vis-à-vis d'une techno, c'est parce qu'on ne sait pas ce que ça fait, puis on n'ose pas le dire. Donc c'est vrai qu'on a un rôle important de mise en place de cette culture numérique. Alors après, les retours sur investissement, bon, c'est vrai qu'on est dans une boîte industrielle, donc on a l'habitude de gérer les projets avec les études de business case, les ROI sur 3 ans, sur 5 ans. Ce qui est difficile, c'est de mesurer effectivement les gains après 3 ou 5 ans. D'abord parce qu'on est souvent dans des entreprises qui bougent beaucoup, donc à périmètre constant, ça devient compliqué, mais on le fait quand même. Alors c'est vrai que sur le digital, on est plutôt, nous, aidés par ce sponsorship à haut niveau au sein du groupe Total. Et puis, on nous demande peut-être aujourd'hui, alors ça ne va pas durer, on va en profiter, mais on nous demande un petit peu moins de ROI sur ces projets digitaux parce que ça devient des projets essentiels à l'évolution de l'entreprise. C'est essentiel sur le thème de la sécurité, mais c'est aussi essentiel, en particulier dans le marketing et sur la vente de nos produits. On est quand même beaucoup concurrencé par les grandes surfaces, par exemple en France. Et donc, c'est aussi un peu une question de survie. Hein. Si on ne s'y met pas, on disparaît de la distribution des produits de carburant. Donc c'est aussi ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui, la rentabilité sur les produits digitaux, on la regarde peut-être un petit peu moins. Le droit à l'expérimentation. Alors Célio, vos marges ne sont pas celles de Total et vos marges de manœuvre, j'imagine, un peu plus contraintes, surtout dans une période où fashion design rencontre quand même un peu de difficultés. Comment se met en place la gouvernance de cette numérisation de l'entreprise dans une entreprise qui est familiale, si je me souviens bien, à capital familial en tout cas? Oui, c'est une entreprise absolument familiale, totalement familiale. Alors avec des marges de manœuvre réduites, moi je vais vous donner quelques chiffres. En l'occurrence, la DSIO aujourd'hui c'est une vingtaine de personnes, donc on se doit d'être extrêmement agile. Donc pour une surface, hein, je rappelle, 60 pays et environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne dans le monde entier. Et les syllabes dont je parlais tout à l'heure, ce sont deux personnes qui développent qui ont développé jusqu'à présent 27 applications qui ont rendu un certain nombre de services en interne. Donc on vit chichement et en vivant chichement, on innove hein, et on est obligé de fabriquer des choses avec des bouts de ficelle. Et ça ne fonctionne pas toujours. Et je pense que le board est totalement conscient de ça. D'ailleurs, lorsqu'on a lancé ces fameux syllabes, on leur avait dit, écoutez, on va en jeter 60%. Mais ça va nous coûter un salaire et charge d'un geek plus un stagiaire. Et pas plus que cela. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ils en font une fierté y compris personnelle, nos actionnaires. Et que ça nous permet de continuer à expérimenter. C'est presque mieux que Free, en tout cas. J'aurais pas cette prétention-là. Bon, en tout cas, merci de vos interventions très intéressantes. Merci à vous et bon appétit.